L'histoire de Louis. Louis était routier. Depuis 35 ans, il parcourait les routes d'Europe pour transporter toutes sortes de marchandises, surtout des légumes. Il emmenait des pommes de terre de France en Espagne où elles étaient épluchées, cuites en frites et ramenées en France. Il rapportait des courgettes depuis l'Espagne, des tomates aussi, des fraises au printemps. En réalité, il se fichait bien de ce qu'il transportait. Ce qui comptait pour lui, c'était de parcourir le plus possible de kilomètres pour apporter suffisamment à la maison. Bien sûr, sa femme travaillait comme infirmière à l'hôpital, mais elle travaillait beaucoup pour gagner pas grand-chose. Ils avaient 2 enfants et 2 petits-enfants. Ils auraient bien voulu gâter plus, mais les objets qu'ils réclamaient étaient hors de leur budget. Quand il faisait la route, il détestait écouter la radio. Il préférait mettre des CD de chansons françaises. Quand il est arrivé chez lui, c'était le 15 mars. Il n'a trouvé personne. Sa femme Fabienne n'avait même pas laissé un mot. En principe, elle n'était pas de garde. Et ils avaient 2 jours tranquilles tous les deux. Puis sa vie a basculé quand il a écouté son répondeur. Sur tout le trajet, il n'a même pas pris le temps de le faire. Elle faisait partie des premiers malades du Covid-19 et elle était décédée la veille. Il n'avait jamais entendu parler de cette maladie. Après de nombreuses tentatives pour appeler l'hôpital, on lui a dit qu'il ne pouvait pas venir la voir et qu'elle serait incinérée le lendemain. Alors il a appelé ses enfants qui lui ont tout raconté. Quelques heures plus tard, son patron l'a appelé pour lui expliquer qu'il n'était pas confiné et qu'il lui enverrait des missions par SMS. En regardant les infos à la télé, il a enfin appris l'ampleur du désastre. Il a aussi appris qu'il faisait partie des héros du quotidien. Ça lui faisait une belle jambe. Jamais on n'avait parlé de son boulot comme ça. Il avait fait quelques grèves sans trop y croire, participé à quelques blocages de gilets jaunes. On lui reprochait de bloquer le pays et voilà qu'il était un héros. Vraiment de quoi péter les plombs. Alors quand il a reçu le premier SMS de son patron, il était couché depuis 2 jours, après avoir avalé alcool et somnifères. Il devait d'urgence aller en Bourgogne chez des maraîchers pour livrer de grandes surfaces en légumes frais. Fini les grands voyages en Espagne ou Italie. Il devait aussi remplir une attestation pour se déplacer. Aucun respect pour sa vie privée, son deuil ou quoi que ce soit, il fallait bosser. Alors ce matin-là, il s'est préparé comme d'habitude. Il s'est dirigé vers le café du coin pour prendre son petit jus, comme d'habitude, et causer avec les clients pour en savoir plus sur l'actualité. Et là, il a vu l'affiche et le bistrot fermé. Personne dans la rue à qui demander. Alors il est reparti chez lui pour se faire un café. Il ne savait même pas s'il y avait de quoi, car il ne prenait rien en charge à ce niveau-là. Bon, il y avait de quoi, il y avait des restes dans le frigo, de quoi se remplir le ventre pour prendre la route. Sur l'autoroute, il n'y avait pas grand monde, à part des camions, des ambulances et des camions militaires. Pour une fois, il a mis la radio, il a compris l'ampleur des dégâts, et ça ne faisait que commencer. En arrivant auprès des différents producteurs, il a vite compris qu'il fallait garder ses distances. Pas de serrage de main, on lui a fourni des gants pour toucher la nourriture, et un masque. Et la vie a continué comme ça pendant plusieurs jours. Et les choses empiraient. On comptait les morts et les malades, on restreignait les libertés. Il n'avait même pas eu le temps de s'apercevoir qu'il était en deuil tellement il était débordé de boulot. Il se demandait s'il allait tenir longtemps comme ça. Mais ce qui l'aidait, c'était d'entendre à la radio et à la télé qu'il était indispensable. Ça n'avait pas toujours été le cas. Dans le temps, s'il rechignait, on lui disait qu'on ferait appel aux Polonais ou aux Roumains. Mais là, plus possible. Quelque chose était en marche et pas près de s'arrêter. C'est ce jour-là sur la route qu'il a pris sa décision. Toutes les formalités concernant le décès de sa femme étaient renvoyées à une date ultérieure. Il avait largement le temps. Pascal, son fils de 34 ans, était informaticien. Et il avait fui vers la Bretagne au tout début du confinement. Il avait une maison dans les Monts d'Arrée, près de Carhaix. Il pouvait travailler depuis chez lui et faire des interventions en ligne. Il avait le projet d'en faire aussi sur place. Car beaucoup de gens, notamment les personnes âgées, ne s'en sortaient pas avec les ordinateurs. Pour ceux qui en avaient, évidemment. Les autres, il se chargerait bien de les équiper. Il avait des combines pour récupérer de vieux PC pour presque rien, en passant par des réseaux caritatifs. Il comptait bien profiter de l'aubaine pour se faire un max de thunes, comme il disait. Il avait déjà commencé quand il allait là-bas. Il avait laissé sa femme et ses 2 filles dans leur appartement de banlieue, parisienne. Il ne l'avait pas prévenu tout de suite. C'était de pas l'entente cordiale entre eux. Quant aux 2 filles, il ne s'en occupait carrément pas. En rentrant du boulot, il se carrait dans son canapé pour s'enfiler série ou match. Pour éviter les problèmes, si tout allait bien, il lui ferait un virement de temps en temps. Tout allait bien et ça baignait pour lui. Ça n'était pas le cas de sa petite sœur Odile, qui avait 25 ans, pas de boulot et toxico. Elle vivait dans un squat en banlieue est.
Les premiers jours, tout allait bien. Les dealers passaient régulièrement, mais quand les amendes ont augmenté, ça a été l'enfer. Plus rien. Alors elle sortait en prenant des risques et s'est vite retrouvée aux urgences. Malheureusement, il n'était pas en mesure de gérer les toxicos. On lui a donné quelques comprimés de méthadone et elle a dû repartir. C'est là qu'elle a pris la décision d'appeler son frère. Des années qu'il n'avait pas parlé. Comme il n'était pas là, elle a laissé un message de détresse sur son répondeur. Louis était fatigué. C'était sans arrêt des allers-retours entre les maraîchers et les commerçants. Les restaurants routiers avaient fermé. Il avait à peine le temps de rentrer chez lui. Alors il avait aménagé une petite cuisine dans son camion, histoire de manger chaud de temps en temps. La nouvelle est tombée le 2 avril. Le ministre a annoncé qu'il n'était pas question de partir en vacances. En échafaudant son plan, il n'avait même pas pensé aux vacances scolaires. Il allait y en avoir des gens qui auraient besoin de partir. Ça lui rapporterait autrement plus que des légumes. Il en avait assez enduré à bosser pour rien toute sa vie, il était temps que ça change. L'aménagement du camion, c'était facile. L'idée, c'était 6 personnes à chaque voyage en aménageant 6 caches entre les cajots, en comptant 300 € par personne pour 300 km. Et un supplément pour les kilomètres supplémentaires, ça monte très vite. À la fin de cette crise, il pourrait se faire une place au soleil. Le plus délicat, c'était de trouver des clients. Il n'allait quand même pas mettre une annonce dans le journal. Il lui fallait appeler son fils. Lui seul pourrait trouver une solution. Même on ne peut pas dire que les relations étaient chaleureuses entre eux. Pas fâchés, non, mais ils ne se parlaient pas beaucoup. Et chacun faisait sa vie de son côté, sans se mêler de celle de l'autre. Quand il a eu le coup de fil de sa sœur, Pascal était chez une mamie de 80 ans, a essayé de lui apprendre à manipuler de la souris de l'ordinateur, et avec les tremblements, c'était pas simple. Le simple clic devenait un double clic, et quand il est arrivé, il avait plein de dossiers ouverts sur le bureau, et elle était en larmes. Il fallait la sortir de là. Il avait bien envie de ne pas la rappeler, et dans ce cas, elle trouverait un moyen de débarquer. Ce qui l'a sauvé, c'est le coup de fil de son père, qui voulait passer le voir. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés tous les 4 en famille. Première chose, sevrer Odile, car c'était des crises à n'en plus finir. Heureusement, dans les clients, il y avait un vieux pharmacien qui pouvait fournir en méthadone et calmants divers. Ça serait long, mais on y arriverait. Pascal a bien aimé le plan de son père. L'information passerait par un site qu'il allait créer, et en passant quelques coups de fil, on pourrait mettre en place un petit réseau de transport avec paiement en espèces. Jamais il n'aurait pensé qu'un jour il travaillerait en famille. Odile se remettait doucement avec des hauts et des bas. Il fallait surtout éviter qu'elle sorte au village. Mais le terrain était grand et il y avait du travail à la maison et au potager. Les premiers clients ont commencé à se faire connaître dès le début mars. Ils avaient une maison en Bretagne et habitaient dans le 14e arrondissement. C'était une petite famille avec 2 enfants et la grand-mère. Ce qui faisait 5 personnes avec le supplément, ça leur a rapporté 2200 €. Ils étaient tellement contents de la prestation qu'ils ont donné de la rallonge. Et ça a continué. Il y avait beaucoup de demandes. Il a fallu agrandir les espaces. Après quelques jours, ils étaient en possession de la coquette somme de 25 000 €. Odile, qui avait quelques notions, gérait la comptabilité. Le plus compliqué, c'était de blanchir les sommes en liquide. D'une manière ou d'une autre, il fallait que cet argent revienne dans une banque. Pas si compliqué que ça en fait. Il suffisait de créer une petite entreprise, genre caritatif, qui achète, qui vend du matériel de location sur le net. Évidemment, les clients et le matériel étaient fictifs. Pascal, avec ses connaissances en informatique, s'était occupé de ça. La femme de Pascal, Jeanne, s'était retrouvée à la maison avec 2 enfants à gérer. Financièrement, elle ne pouvait pas se plaindre car il envoyait régulièrement de l'argent. Le problème, c'était de travailler avec les enfants dans les pattes. Elle commençait à déprimer sérieux quand une collègue lui a parlé d'un plan pour partir à la campagne. Ça coûtait un peu, certes, mais c'était assez sûr. L'idée, c'était d'aller voir son amie Sandrine pour les vacances, histoire de décompresser, à condition qu'elle accepte évidemment. Quand le camion est arrivé, elle était prête. Comme les échanges étaient anonymes, son père ne savait pas qu'il s'agissait d'elle et tout était organisé pour qu'elle ne le voie pas. Elle montait à l'arrière avec ses filles et glissait l'argent dans une fente aménagée. Elle n'allait pas très loin, dans Lyon, près de Nemours. Quand il l'a aperçue dans le rétro, Louis ne savait pas trop quoi faire. Il s'entendait pas mal avec elle et il y a longtemps qu'il n'avait pas vu ses petites filles. En même temps, si son fils apprenait qu'il s'était montré, alors il décida de la conduire sans se montrer. « Maman, c'est le camion de papy ? Ah, tu l'as reconnu toi aussi ? Allô, Louis ? Eh ben, t'as pas perdu le nord. Ah, t'as reconnu le camion ? Raccroche, on en reparlera en arrivant, ça se repère facilement les portables. » Sandrine les a accueillis chaleureusement, tellement contente de voir du monde.
Les filles allaient être contentes. Il y avait un grand terrain, une piscine et de quoi s'amuser. Jeanne n'était pas tellement choquée de l'activité de Louis, c'était un dur à cuire. Tu sais qu'il y a peut-être beaucoup d'argent à se faire, je veux dire, beaucoup plus qu'avec ces petits transports de personnes. Je t'écoute. Je te le dis tout de suite, c'est pas des masques, ni des respirateurs, ni de la cam. Chaque transport peut te rapporter entre 30 000 et 120 000 euros. Le plus compliqué est la mise en relation entre celui qui offre et celui qui demande. Ça durera peu de temps et il faut commencer d'ici une semaine, quand la surveillance pour les vacances sera relâchée, et tu feras ça jusqu'à la fin du confinement seulement. Tu me racontes quoi là? Vas-y, crache le morceau. Réfléchis un peu. Beaucoup de solitude en ce moment, des gens en manque d'enfants. Tu veux dire des réseaux d'adoption clandestins? Tu sais qu'il y a des gens qui attendent depuis des années. C'est une aubaine, Pascal. C'est une aubaine. Pascal saura s'occuper de la mise en relation par le Darknet. C'est par là que ça passe. Je réfléchis, je te tiens au courant. Là, j'ai des livraisons. Réfléchis pas trop longtemps. Au fait, Sandrine est intéressée. Elle te donne 10 000 euros tout de suite et autant à la livraison, quand tu viendras me rechercher. Elle te donne des profils pour choisir, tu lui envoies des photos et un historique pour qu'elle fasse son choix. Quand il a parlé de ça à Pascal, il n'a pas réfléchi longtemps. Le Darknet, c'était pas si compliqué que ça. Et il y était déjà allé comme ça pour voir. Il a trouvé un réseau qui paraissait correct. Les paiements s'effectuaient en crypto-monnaie, qu'on pouvait changer en achetant des services fictifs, évidemment. Tout était bien rodé. Une semaine plus tard, Sandrine était livrée. C'est incroyable le nombre de demandes qu'il y avait, et un nombre d'offres qui était suffisant. C'était juste des questions administratives qui bloquaient. Il ne fallait évidemment pas trop regarder à qui on confiait les enfants. C'était pas pour rien qu'il y avait en principe un contrôle sévère. Et le confinement s'était prolongé. Après un mois, ils étaient à la tête d'une sacrée somme. Il était temps de passer à quelque chose de légal. Dans cette période, avoir beaucoup d'argent ne signifiait pas grand-chose. Ils étaient riches, certes, mais ne pouvaient pas faire grand-chose de leur argent. Et le confinement continuait. La planète entière était maintenant confinée. Les riches avaient acheté des îles et tournaient en rond dedans. Les pauvres vivaient dans des petits appartements ou des studios miteux et tournaient en rond dedans. Les cercles étaient simplement plus petits. Comme il n'y avait plus de commerce, tous les gouvernants de la planète se sont mis d'accord pour supprimer l'argent. On a rétabli un système d'échange simple, juste pour les besoins vitaux. Manger, boire, dormir pour se détendre. Et pour se détendre, il y avait la nature. Pratiquement plus personne ne travaillait. On avait établi des tours de rôle pour les besoins vitaux. Il faut dire qu'il ne restait pas grand-chose sur la Terre, pas grand monde sur la Terre. Tes ancêtres faisaient partie des survivants. Les billets accumulés par Pascal, Louis et Jeanne, qui étaient revenus, étaient bien pratiques pour allumer le feu au début du printemps.